soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est intoxiqué en 2004 par les vapeurs d'un produit distribué par Monsanto qu'il utilisait dans son exploitation. Il a décidé de se battre contre la multinationale. Il a pris la plume pour dévoiler les coulisses de son terrible combat. C'est un acte anodin qui lui aura presque coûté la vie. Le 27 avril 2004, cet agriculteur jette un œil au fond d'une cuve contenant du désherbant, gravement intoxiqué par les vapeurs du Lasso, un herbicide de Monsanto alors autorisé en France. Le céréalier passe plusieurs jours dans le coma et près d'un an à l'hôpital. Il vous livre son récit, haletant d'une lutte à armes inégales. Son livre a obtenu dernièrement le prix littéraire des droits de l'homme 2018. Il s'agit de Paul François. Il vous présente son récit poignant, Un paysan contre Monsanto, aux éditions Fayard. On en profite pour saluer et remercier l'association Phyto Victimes qui, sans eux, cette interview n'aurait pu se faire. Et on reviendra sur cette belle association d'ici quelques minutes. Paul François, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, Paul, avec grand plaisir. Aujourd'hui, première question qu'on a envie de vous poser, voilà, aujourd'hui, comment allez-vous, Paul? Et puis parlez-nous de votre combat contre Monsanto et votre association Phyto Victimes. Alors comment je vais? Écoutez, aujourd'hui je vais bien. Heureusement, il y a des jours comme aujourd'hui où je vais très bien. Et puis malheureusement, lesquels de mon intoxication fait que certaines périodes, je suis obligé de stopper toutes mes activités, que ce soit les activités de la ferme, que je travaille encore à mi-temps sur l'exploitation, et puis mes activités pour l'association Phyto Victimes, je suis obligé de les mettre en stand-by parce que voilà, j'ai des séquelles qui font que j'ai des très très violents maux de tête et qui me paralysent une partie du corps quand ils sont trop aigus. Et ces céphalées m'obligent à rester allongé avec des traitements assez lourds. Et parfois d'ailleurs ces céphalées obligent des hospitalisations. Heureusement c'est rare, les hospitalisations. Par contre les céphalées sont violentes à peu près une fois par mois. Donc ça, voilà, c'est séquelles de l'intoxication, plus des problèmes neurologiques, mais aussi des problèmes malheureusement immunitaires, qui font que depuis mon intoxication, et surtout ces 3 dernières années, j'ai développé plusieurs septicémies suite à des infections, voilà, même en cadre en milieu hospitalier, parce qu'il y a 2 ans, on m'a retiré une partie de la thyroïde, il y avait une tumeur. Et pendant cette hospitalisation, j'ai développé cette septicémie et une embolie pulmonaire. Tout ça, ce sont les séquelles de cette intoxication. Mais voilà, le fait aussi que je suis plutôt un tempérament assez actif, car les périodes où je peux travailler, j'étais à fond pour l'exploitation, pour l'association Phyto Victimes que vous avez évoquée. Cette association, elle vient en aide aux des victimes de l'utilisation des produits phytosanitaires, des pesticides, alors des victimes professionnelles, parce que nous avons fait le choix, elle est née en 2011, cette association, parce que d'autres agriculteurs, après la médiatisation de mon intoxication, s'étaient rapprochés de moi. Et nous avons décidé tous ensemble de se fédérer parce que nos syndicats agricoles peinaient à s'occuper de cette problématique. Donc nous avons créé l'association en 2011. Aujourd'hui, 4 salariés travaillent à plein temps sur l'association. Et je la co-préside avec 2 autres personnes et un conseil d'administration. Nous avons 400 en ce moment, 400 dossiers à peu près de victimes, de familles souvent qui prennent contact avec nous pour leurs proches. Souvent des agriculteurs, mais il y a aussi les salariés agricoles. Et aussi une catégorie professionnelle que l'on n'avait peut-être pas imaginé au départ, mais tous ceux qui travaillent dans les espaces publics, les espaces verts dans les villes, qui ont utilisé beaucoup de produits phytosanitaires et du Roundup en particulier. Et bien, nous avons toutes ces populations professionnelles qui se rapprochent de nous. Nous avons aussi des salariés qui ont travaillé dans des coopératives, par exemple, et qui ont été impactés pendant leur travail, impactés par ces produits phytosanitaires. Paul François, où en est-on à l'heure actuelle dans ce procès, ce combat contre Monsanto? On sait qu'il y a eu notamment un appel et ça a été rejeté, repoussé. Ouais, où en est-on aujourd'hui? Eh bien, écoutez, après avoir gagné à 2 reprises, c'est-à-dire que Monsanto a été condamné en février 2012 et la Cour d'appel a confirmé cette décision en septembre 2015,
Malheureusement, la Cour de cassation a estimé que le fondement qui avait été retenu n'était pas le bon. Au vu du dossier, la Cour de cassation a estimé, nous avions fait condamner Monsanto pour défaut d'information de stage. La Cour de cassation, au vu du dossier, a estimé que le fondement qu'il aurait fallu retenir était le produit défectueux. C'est-à-dire que la firme a commercialisé sciemment un produit qu'elle savait dangereux. Donc la Cour de cassation nous a renvoyé devant la Cour d'appel. Nous avons plaidé le 6 février dernier et nous attendons un délibéré pour le 11 avril prochain, en espérant que la Cour d'appel, bien sûr, nous donnera raison. Malgré tout, si le 11 avril Monsanto est condamné, ce que l'on souhaite bien évidemment, et que l'on espère, on est assez confiant d'ailleurs, parce que Monsanto n'a pas emmené des arguments nouveaux pendant les plaidoiries. Par contre, la procédure ne sera pas complètement finie parce que Monsanto va faire certainement, Monsanto Bayer, oui, d'ailleurs racheter Monsanto, Monsanto partira en procédure, enfin fera durer la procédure pour l'évaluation du préjudice. Parce que la Cour d'appel n'a pas souhaité, alors qu'elle avait la possibilité, nous avons plaidé sur le fond et aussi sur la réparation, mais la Cour d'appel de Lyon, très étonnamment, a décidé de ne pas pouvoir trancher sur la réparation. Donc ça veut dire que nous pourrons nous retrouver à nouveau devant les tribunaux uniquement pour la réparation, et ça peut être une procédure qui peut durer encore 2 à 3 ans. Ce qui est assez scandaleux parce que 6 mois, nous avons fait un appel sur Internet pour une cagnotte, parce que je préfère regarder le nom français, et heureusement que nous avons eu ce soutien financier parce qu'aujourd'hui nous ne pourrions plus financer cette procédure, je ne pourrais plus le faire, et Monsanto n'a toujours pas, alors qu'il y a 2 condamnations, n'a toujours pas versé un centime, et va faire en sorte, même s'ils sont condamnés définitivement, de faire durer cette procédure en espérant m'épuiser financièrement et m'épuiser aussi moralement. C'est la technique de Monsanto. Hein. Dans toutes les procédures, c'est toujours user l'adversaire. D'ailleurs, dans le dossier, ça a été récurrent, mes avocats l'ont mis en avant, c'était toujours, ils n'apportent pas des éléments factuels pour dire notre produit n'est pas dangereux, non. Leur technique, c'est dénigrer la personne qui porte plainte contre eux. Oui, donc encore un combat qui s'annonce rude pour vous. En tous les cas, on espère que vous aurez gain de cause, bien sûr. On espère que vous allez enfin gagner, enfin battre cet ogre, on peut le dire. C'est un ogre, hein, forcément. Pour celles et ceux qui vous écoutent, Paul, quel soit le message que vous pourriez adresser à celles et ceux donc, qui subissent les mêmes désagréments que vous et qui subissent également on peut le dire, ce fléau avec ces pesticides? Alors le message il est simple, c'est que déjà, en premier lieu, c'est de dire à tous mes collègues qui utilisent des produits phytosanitaires, comme j'ai pu le faire, les pesticides, c'est de se protéger, de bien comprendre que ce n'est pas anodin. Et c'est vrai, parce que j'ai travaillé comme eux, ouais, on se protège, et puis après, dans la précipitation, parce que souvent, il faut faire plusieurs activités à la fois, on oublie de se protéger, parce qu'on dit, c'est pas pour une fois, c'est pas parce que... Et puis en plus, la communication aujourd'hui nous laisse entendre, nous faire croire que les nouveaux produits seraient moins dangereux, ce qui est complètement faux. Les pathologies apparaissent 10 mois, c'est une intoxication aiguë, mais l'association, on voit bien, les pathologies apparaissent 10, 15, 20 ans après l'exposition. Donc dans un premier temps, je leur dis, il faut vraiment vous protéger, faites-le pour vous, faites-le pour vos proches, parce que avec les produits, les molécules qui sont des perturbateurs endocriniens, ce sont les proches souvent qui vont être impactés, les enfants ou les descendants. Donc, je leur dis, protégez-vous. Et puis, j'ai envie de leur dire, voilà, cherchez à en utiliser moins, cherchez à vous sortir de cette utilisation des produits. Moi, je viens d'une agriculture extrêmement intensive, dans le livre, je le raconte. J'ai cru en ce système. Il m'a fallu, après l'intoxication, une dizaine d'années pour J'ai changé de technique. Dans un premier temps, je suis allé vers des utilisations raisonnées, raisonnables pour mon voudrage de l'utilisation des produits chimiques. Et puis, j'ai fait le pas de passer vers une agriculture biologique. Jamais j'aurais imaginé que je puisse le faire moi, parce que ces techniques sont très compliquées. Et puis, je ne pensais pas qu'une exploitation de 240 hectares comme la nôtre puisse se gérer en agriculture biologique. Ça fonctionne. Il nous a fallu du temps.
Et donc, voilà, je leur dis attention à tous ceux qui vous disent oui, mais on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas produire sans ces produits. Ceux qui disent ça ont un intérêt à les vendre et non pas l'intérêt à défendre notre modèle agricole. Ils défendent un modèle agricole qui leur profite à eux, mais qui ne profite pas aux agriculteurs. Racontez-nous comment s'est passée cette rencontre avec les députés que vous avez rencontrés dernièrement. Nous, on a rencontré les députés avant mon procès parce qu'on défend un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides tel qu'il existe pour les victimes de l'amiante ou les vétérans des essais nucléaires. Et quand on a rencontré ces députés, on a vu, je dirais que la majorité des députés qui nous ont reçus, après un vote favorable au Sénat, étaient conscients qu'il fallait mettre ce fonds d'indemnisation et sortir de l'utilisation aussi de ces produits phytosanitaires. On a vu que, voilà, s'ils étaient seuls, entre guillemets, à prendre cette décision, ils étaient prêts à le voter. Malheureusement, le gouvernement actuel a mis un veto sur ce fonds d'indemnisation et malgré les pressions et malgré les engagements, y compris du ministre de l'Agriculture, c'est Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui a fait obstacle à la mise en place de ce fonds. Et c'est scandaleux. Et quand j'entends Agnès Buzyn qui a osé dire à l'Assemblée nationale qu'elle avait une pensée pour les victimes parce que le fonds ne pouvait pas se mettre en place par un problème de timing, c'est scandaleux parce qu'elle se moque. Elle se moque des victimes dans la mesure où un an avant, elle, de toute façon, devant le Sénat, elle disait mais il n'y a pas de preuve aujourd'hui, il n'y a pas de preuve scientifique entre l'exposition aux pesticides et les problèmes de santé. Alors que la maladie de Parkinson est reconnue maladie professionnelle depuis 2012 et les lymphomes non-Hodgkinien sont reconnus maladie professionnelle depuis juin 2015, ces deux pathologies, si elles ont été inscrites au tableau des maladies professionnelles agricoles, c'est que le lien scientifique a été fait. Donc tenir de tels propos, c'est vouloir protéger les industriels. Je reprendrai une remarque faite par Bernard Jomier, sénateur de Paris, qui était rapporteur de la mission sur les pesticides, qui a dit c'est un déni scientifique. Ce n'est pas normal qu'un ministre de la Santé tienne de tels propos. C'est vraiment irrespectueux, pour ne pas dire autre chose, vis-à-vis des victimes et de tous les utilisateurs des pesticides. Donc le gouvernement cherche à protéger les firmes. Je l'ai dit dans des articles où je suis plutôt modéré dans mes propos d'habitude, mais là, vraiment, c'est honteux. Et j'ai dit que voilà, ce gouvernement et le président en premier lieu qui avait dit qu'il allait agir sur le glyphosate, et on voit bien qu'un an après, il fait machine arrière. Et ce président qui avait dit qu'il allait prendre ses responsabilités, en fin de compte, se met, subit et accepte les lobbies de l'agrochimie, et ça, c'est vraiment scandaleux parce que c'est un problème de santé publique. Ça ne touche pas que les utilisateurs, ça ne touche pas que les agriculteurs. Et donc, ne rien faire aujourd'hui, c'est exposer plusieurs générations à des pesticides. On sera jugé par l'histoire. Moi, je dis souvent, peut-être que dans les années 80-90 et puis les années 2000, on n'avait pas tous les éléments pour prendre des décisions. Et on peut dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait les conséquences. On sait les conséquences qu'il y aura à l'avenir. Ne rien faire aujourd'hui, on sera jugé par l'histoire, par les générations à venir qui diront mais pourquoi vous n'avez rien fait alors que vous aviez toutes les possibilités de le faire et vous aviez surtout les éléments prouvés qu'il y avait danger. Alors vous parlez notamment de l'État, vous avez parlé de Emmanuel Macron. Un mot sur ce maintien du glyphosate. Pourtant, il avait annoncé le 24 janvier dernier, le président Emmanuel Macron, que ça allait être bientôt stoppé, qu'on allait régresser. Alors pas du tout. Est-ce que c'est encore pour ces firmes, comme vous le dites il y a quelques minutes? Oui, s'il a reculé, c'est parce qu'il y a eu une pression des firmes, et puis la FNSEA a fait pression sur ce gouvernement en disant que les agriculteurs ne pouvaient pas s'en passer parce qu'on n'avait pas de molécules de substitution. C'est faux parce que il y a des possibilités de se passer de ce produit, il y a des possibilités des techniques agronomiques, il ne faut pas d'ailleurs remplacer une molécule par une autre. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, moi je l'avais dit ouvertement au nom de l'association, qu'un calendrier sur 3 à 5 ans me paraissait raisonnable parce qu'il faut effectivement donner du temps aux agriculteurs pour changer leur technique, mais il ne faut pas attendre que ce soit une molécule qui remplace une molécule. Parce que tout
toutes les molécules représentent un danger. Donc il faut remplacer le glyphosate par de l'agronomie. C'est pour ça aussi qu'il faut du temps. C'est pour ça aussi que pour certaines productions, ce sera plus long. Et nous sommes avant tout pragmatiques. Donc c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait dit 3 à 5 ans, et aujourd'hui non, parce que c'est pas possible. Et ceux qui lui disent que ce n'est pas possible, parce que Emmanuel Macron n'y connaît rien, bien sûr, dans l'agriculture, et on ne va pas lui reprocher, mais ceux qui lui disent que ce n'est pas possible, non, c'est pas possible pour les firmes, pour ceux qui le vendent, pour ceux qui le commercialisent. Mais dire que c'est impossible, c'est complètement faux. Il faut accepter que ça prendra du temps, c'est tout. Mais dire que c'est impossible, c'est complètement faux. Là, ça protège les firmes. Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il ne passe pas une semaine sans qu'on parle du glyphosate, c'est le produit le plus utilisé dans le monde. Mais quand on en parle, c'est pour montrer que toutes les études se corroborent pour dire qu'il y a danger. Et ce produit qui était soi-disant biodégradable, on le retrouve partout. Toutes les enquêtes le montrent, les analyses, on voit que même des citadins ont du glyphosate dans leurs urines, c'est le métabolisme du Roundup. Donc c'est vraiment un déni de ce qui se passe, et je ne comprends pas que le président n'ait pas tenu ses engagements. Paul François, intéressons-nous cette fois-ci à votre ouvrage, Un paysan contre Monsanto, aux éditions Fayard. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce récit, en quelque sorte, votre histoire? Oui, expliquez-nous comment vous êtes dit, il faut que je raconte cette histoire, il faut que je raconte mon histoire. Voilà, expliquez-nous. Moi, on m'avait souvent sollicité en me disant, ceux qui étaient journalistes ou autres, personnes qui connaissaient l'histoire me disaient, mais il faudra en faire un livre. Je m'en sentais pas forcément capable, je ne suis pas écrivain, loin s'en faut. C'est Fayard qui m'a contacté, et puis, bon, j'ai dit pourquoi pas passer les voir, on a échangé, et quand ils m'ont fait la proposition de l'écrire, de le coécrire avec Anne-Laure Barré, eh bien j'ai accepté, et je n'ai pas regretté, parce que la collaboration avec Anne-Laure, vraiment, très vite, on s'est liés d'amitié, il y avait une vraie symbiose entre nous deux, et je n'ai pas regretté de l'avoir fait, parce que j'avais demandé d'abord à mes proches, la vie de fille de ma femme, si elles souhaitaient, si elles acceptaient, parce que ça touchait aussi notre vie privée. Et tout de suite, mes filles avaient dit spontanément oui, parce que il faut l'écrire, il faut qu'il y ait une trace de ce que l'on a vécu. Est-ce que tu as vécu, mais est-ce que notre famille a vécu? Voilà, c'était aussi, dans ce livre, j'explique les difficultés que ça représente pour une famille de mener un tel combat. Je rends hommage à ma femme, et mon épouse est décédée depuis que j'ai écrit ce livre. Elle est décédée brutalement d'une rupture d'anévrisme il y a 5 mois. Et donc c'était bien. Bien sûr qu'en écrivant ce livre, j'ai jamais imaginé. C'était plus de dire que c'est peut-être moi qui partirait parce que j'avais les séquelles. C'est elle qui est partie brutalement, très brutalement, parce qu'elle est partie dans son sommeil. Et donc c'était bien. Ce livre est une trace de ce que l'on a vécu, et je lui rends hommage avant. Je n'ai pas attendu qu'elle soit partie pour lui rendre hommage, jamais j'aurais imaginé que ce livre serait écrit et qu'elle ne serait plus là. Voilà. On voit que vous êtes un homme exceptionnel. Pour tout vous dire, je vous ai découvert notamment sur France 2, France Télévisions. Il y avait eu un reportage où vraiment on a les larmes aux yeux, où vous rencontrez des gens en Argentine, avec un monsieur également, vous êtes dans la cuisine avec la maman, etc. Ce monsieur est obligé de vivre avec sa maman, il ne peut plus tout seul, voilà, il a même une fille. C'est bouleversant. Fabienne qui est dans ce reportage est décédé lui aussi. Il est décédé une semaine avant le départ, avant que ma femme décède également. Il est décédé des suites. Et effectivement, ce reportage était très émouvant, et France 2 avait fait vraiment un très bon travail. Moi, quand je suis parti en Argentine, je ne savais pas exactement ce que j'allais découvrir, et c'est vrai que ce témoignage et là encore, Sylvie, ma femme, a témoigné pour la première fois, une des premières fois devant une caméra. Elle se refusait souvent à témoigner. Et ça a été pratiquement son seul témoignage devant une caméra. Racontez-nous, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, qui sont avec vous, en quelques mots, oui, nous raconter cette incroyable histoire que vous avez vécue depuis ce fameux 24 avril 2004, oui. Ça a commencé par quoi? Pour celles et ceux qui
découvre ce livre, Un paysan contre Monsanto? Moi, ce qui s'est passé, c'est je me souviens bien de l'intoxication. Et moi, j'ai été pris de chaleur dans tout le corps. J'ai eu beaucoup de peine à l'identifier. C'est après, lors d'une injection d'iode, lors d'examen, où j'ai dit, voilà, le jour de l'intoxication, j'ai senti une brûlure dans tout le corps. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon épouse que ce qui m'était arrivé. Comme Sylvie était infirmière de métier, même si elle n'exerçait plus directement, elle a eu les bons réflexes. Alors moi j'ai pris une douche, j'ai enlevé mes vêtements, j'ai dit je vais m'allonger parce que voilà, j'ai respiré là. Bon, je pensais avoir des problèmes de vomissement, mais pas imaginer de perdre connaissance, mais comme elle est donc infirmière de métier, elle avait eu les bons réflexes d'appeler d'abord mon collègue pour dire qu'est-ce qui se passe, Paul, il allait un produit, est-ce que tu sais ce qu'il avait dans la cuve? Donc lui est tout de suite venu sur la ferme, a donné l'étiquette du produit et tous les deux m'ont chargé, parce que je reprends leurs termes. Moi, je m'en souviens pas, m'ont chargé dans la voiture et Sylvie m'a conduit aux urgences. Heureusement, nous avions à l'hôpital à l'époque, à quelques minutes de la ferme. Et c'est ce qui m'a certainement sauvé dans un premier temps. Et je suis rentré de l'hôpital quelques jours après. Moi, j'ai repris connaissance, je me souviens, après avoir repris connaissance des jours qui ont suivi. Là, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais en insuffisance respiratoire et je crachais du sang. Mais les mois qui ont suivi, mon état, j'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. On me disait que j'allais aller mieux. Mais c'est vrai que j'ai perdu du poids, j'étais fatigué, j'étais irrité, j'avais des problèmes d'élocution, j'avais des problèmes de concentration. Et mon état de santé s'est dégradé petit à petit jusqu'au 29 novembre de la même année, 2004. Et à partir de là, c'est une hospitalisation en urgence et j'ai été hospitalisé pendant 5 mois d'affilée entre les hôpitaux de ma région et pour finir dans un hôpital à Paris. Et voilà, ça a été pratiquement 1 an d'arrêt de travail. Le premier combat était de faire accepter aux médecins que quand j'étais à l'hôpital, et le lien entre l'intoxication et mes problèmes de santé n'a été fait qu'en février 2005, parce que ma femme a demandé des analyses de sang et d'urine. C'est à partir de là, parce que jusqu'à ce jour-là, le lien, les médecins se refusaient à faire le lien parce que les toxicologues disaient que c'était pas possible. Et c'est quand même incroyable d'entendre ça. Dans le bouquin, j'explique qu'un tel psychologue avait des liens avec Monsanto. On l'a découvert après. Mais avait des liens, si je l'ai écrit dans le bouquin, parce que nous avons la preuve. Et donc, il préférait ignorer mon dossier, pas dire autre chose, plutôt que de me prendre en charge. Et d'ailleurs, ça a été même de dire, j'étais hospitalisé en psychiatrie à l'époque, parce qu'on disait que ça c'était fabulation et autres, c'était psychosomatique. Mais heureusement, la fameuse psychiatrie à Paris, la Salpêtrière, a été très efficace en disant que j'étais dépressif parce que malade, et pas malade parce que j'étais dépressif. Et donc, ça a été déterminant. J'ai vraiment été pris en charge pour l'intoxication qu'à partir de mars 2005. Et à partir de là, mes problèmes de santé se sont arrangés, entre guillemets. Paul François, quels sont vos projets pour la suite pour continuer ce combat? Déjà, on va espérer gagner le 11 avril, on espère gagner. Après, chaque jour suffit sa peine, on verra. On verra ce qui se passe. Si on a gagné, on va voir quel est le comportement de Bayer Monsanto et c'est qu'on va effectivement faire durer la procédure ou l'arrêter, mais je pense qu'ils vont le faire durer, donc on avisera à ce moment-là. Si on perd, nous aviserons aussi quelles sont les possibilités. Moi, par rapport à ce procès, j'aspire à tourner la page. Parce que c'est 12 ans de combat, c'est 12 ans où ça a bouffé ma vie, et j'aspire à tourner cette page. Après, je continuerai certainement des activités au sein de l'association et à faire en sorte que cette association perdure, mais je ne le ferai pas non plus pendant encore 10 ans. J'ai 55 ans, j'ai 2 filles, j'ai des séquelles. Il ne faut pas non plus que je m'use. Ma femme était souvent inquiète. Elle me disait, mais oui, mais tu ne travailles plus à plein temps sur l'exploitation, mais tu as tes problèmes de santé et toute l'énergie que tu dépenses pour les autres auront forcément un impact sur ta vie aussi. Donc fais attention à toi. Voilà, donc j'espère gagner ce procès, j'espère continuer le combat pour d'autres, mais voilà, je prendrai aussi du temps pour moi, pour faire en sorte que je ne subisse pas, que j'ai pas non plus à subir un contre-coup. Voilà. Paul François, rappelons que vous êtes l'auteur d'Un paysan contre Monsanto aux éditions Fayard. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet.
C'est moi qui vous remercie. C'est important de nous donner la parole et en espérant que certains de vos auditeurs prennent conscience qu'il faut réagir par rapport à ce qui se passe et que les multinationales sont capables de faire ce bien. Et Paul, pour terminer, je dédie cette émission à votre épouse Sylvie. Merci beaucoup. Merci pour elle. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous. Bonne lecture. Salut.